Eh bien, bonjour. Alors, on va se présenter, mais d'abord quelques mots sur le webinaire lui-même, hein. Il est organisé par Smart Testing. Le sujet, c'est rendre la vie du testeur plus facile. On va passer 40 minutes à peu près ensemble sur ce webinaire. Juste signaler que à la fin du webinaire, quand vous quittez, il y aura un petit questionnaire. Merci de bien vouloir répondre. Et ben, on va pouvoir démarrer. Euh, D'abord, qui sommes-nous? Marc, vas-y, allez. Bonjour à tous. Donc, Marc Hachain, je suis maintenant QA Practice Manager chez Callaghan. Donc, j'organise les offres qui se tournent autour de l'expertise et de ce que l'on peut proposer en tant que SN. Une forte spécialisation aussi sur tout ce qui est Green IT, en plus de ce que je faisais avant dans mes autres sociétés. Et vous me connaissez sûrement avec l'animation du blog de La Taverne du Testeur. Voilà. Et travaille sur des conférences et organisation de la JFTL. Vous me reverrez ce soir si vous allez au webinaire de 16 heures. Et Arnaud Bouzy, donc moi je suis chez Smart Testing, je suis product manager de Yest depuis le début d'Yest. Et donc j'ai d'autres fonctions au sein de Smart Testing et vous me voyez aussi à la JFTL régulièrement en salon de démo au deuxième étage. Hop. Alors, la société Galagan. Donc rapidement, Callaghan, il y a peu de chances que vous connaissiez, hein, c'est une ESN d'un peu plus de 300 personnes, principalement basée en Espagne. Elle est en France depuis quelques années. Et justement, j'ai rejoint pour créer la business line avec Julien Cahu en partant de zéro. Donc, on fait de l'audit, on fait de la stratégie, de l'automatisation. Alors, c'est Julien Cahu qui s'occupe de l'automatisation. C'est lui l'automaticien des deux. De formation, formation sur des outils, mais formations qui sont aussi très pratiques avec des ateliers, notamment des ateliers qui ont été conçus à la GFTL, et une notion de package, de qualité clé en main. Euh, on travaille aussi, je vous disais, sur la qualité durable de Green IT. Et donc on commence à communiquer dessus. On l'a fait à la GTL sur l'Enviscore, sur l'impact environnemental de ces services numériques et comment on fait pour améliorer cet impact. Donc à travers un audit très rapide, très light et des, euh, des recommandations. Et la société Smart Testing, la société a été créée en 2015. Nous sommes spécialisés dans le model-based testing, hein, la production de scénarios de test fonctionnels à partir de modèles. Et puis, donc ça, c'est le produit Yest qui fait ça. Et puis, on est en voie de sortir un nouveau produit qui s'appelle Gravity, sur lequel on va travailler sur l'expérience utilisateur et son retour sur le test. On a participé depuis très longtemps aux travaux de l'ISTQB, hein, et on est les auteurs du syllabus de Model Based Testing de l'ISTQB. Par ailleurs, hein, on travaille depuis longtemps sur tout ce qui est domaine autour de l'IA. On a eu des projets de recherche qui ont été menés dès 2018, hein, sur le sujet, et puis petit à petit, ça va essaimer à l'intérieur des produits. Et on propose d'ailleurs une formation, hein, qui est en inter ou en intra-entreprise sur l'utilisation de l'IA sur le processus de test. Voilà, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Allez, Ouais. à toi, Marc. Donc, rendre la vie du QA ou du testeur plus facile, il faut déjà savoir qu'est-ce qui rend la vie du testeur difficile. Euh, il y a plusieurs éléments. On a voulu se concentrer sur 6 thèmes en particulier. Euh, je vais commencer par un auquel on ne pense pas souvent, mais qui est assez important, c'est tout ce qui est évolution de carrière. Beaucoup de personnes viennent me chercher en disant qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, vers où s'orienter, mais aussi que voilà, ils ont voulu s'orienter vers quelque chose et on leur propose des missions qui sont totalement
décalé. Moi, je suis encore contacté des fois pour des missions de testeurs juniors. Avec des personnes qui lisent pas assez, qui connaissent pas forcément le métier. Et du coup, ça peut être compliqué et ça ajoute des difficultés dans son parcours professionnel. On a aussi, et ça c'est plus commun, tout ce qui est aspect reconnaissance. Reconnaissance du test, reconnaissance du testeur. Ça aussi, c'est un élément euh, qui est assez récurrent. On aime dire que le test, c'est le parent pauvre. Je pense que si on va voir les personnes qui sont dans l'UX, ils vont nous dire que c'est l'UX qui est le parent pauvre. Généralement, il y a une forte reconnaissance, entre guillemets, du public et des personnes externes euh, au développement des services numériques envers les développeurs. Donc ça, quand il y a quelque chose qui va pas, c'est à cause des développeurs. Quand il y a quelque chose qui va, c'est grâce aux développeurs. Non, en fait, c'est toute une équipe. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et on a des difficultés dans le test à bien montrer ce que l'on a créé, ce que ça apporte. Donc je te laisse prendre la suite, Arnaud. Oui, bah, je parlais on va continuer à tourner dans ce sens-là, des compétences techniques, hein. Donc, il y a un certain nombre de compétences qui sont, d'ailleurs, c'est quand même lié à la notion de reconnaissance et à la notion de métier du testeur, finalement, hein. Les testeurs ont des compétences techniques bien particulières qui sont difficiles à acquérir, hein, en termes de cursus universitaire. D'ailleurs, on trouve très, très peu de formation, hein, autour du métier du test. Et puis, il y aura des compétences particulières liées à l'environnement dans lequel un testeur va travailler dans le cadre de l'entreprise dans laquelle il travaille, hein. Je pense notamment à tout ce qui est automatisation, hein. On aura des compétences spécifiques liées à un outil, liées à des pratiques. Et donc ça, c'est assez difficile d'acquérir ces compétences-là. Et bah, on parlera de cursus de formation aussi, hein. Ça viendra associé à ça. Après, les connaissances du produit, euh, bah, le produit sur lequel je vais travailler, tester, il y a beaucoup de traditions orales, hein, assez souvent, donc ou des spécifications partielles, des user stories qui sont là, mais dont on ne connaît pas forcément euh, la pertinence à l'heure actuelle. Donc, acquérir les connaissances du produit, ça va nécessiter beaucoup de temps. C'est totalement indispensable pour être capable de travailler efficacement, mais la plupart du temps, et de toute façon les équipes de test nous le disent, hein, c'est les testeurs qui ont vraiment la connaissance fonctionnelle, souvent plus que les métiers, même si faut pas le dire trop fort, mais c'est des connaissances qui vont mettre du temps à acquérir, d'autant qu'il y a une grosse partie de sous-traitance tout de même, hein, des gens qui circulent, et donc ça sera un sujet assez important que d'amener toute une population, chaque individu et l'équipe collectivement au bon niveau de connaissance du produit. Et pour revenir sur les connaissances produits, c'est vrai que quand on est dans une équipe qui démarre et que tout le monde démarre, c'est facile. Mais c'est de plus en plus complexe quand on arrive en cours de développement. Et malheureusement, il y a encore certains développements où le testeur arrive après quelques sprints, en disant au début, on n'a pas besoin de testeur. Oui, de manière collective et puis de manière individuelle, évidemment, il va y avoir des gens qui vont rentrer en cours de route. Là, ils seront un peu assistés par ceux qui sont là. Mais à cause du rond du milieu, ils n'auront pas grand-chose comme temps disponible pour les aider. Tu veux parler intégration, Marc? Oui, ben, l'intégration, ça reste quand même un sujet important. Comment on intègre les tests? Comment quand on arrive, on n'a pas toutes les compétences techniques. Les compétences techniques vont être très variées. Il faut acquérir certaines compétences qu'on n'aura pas. Il faut monter en connaissance sur le produit. Il faut intégrer les tests. Il faut aussi devenir membre de l'équipe lorsqu'on est en agile. Et ça aussi, euh, selon les personnes, c'est plus ou moins compliqué. C'est pas forcément facile d'arriver dans une équipe où les personnes se connaissent, où les personnes sont habituées à travailler ensemble. Et nous, on arrive comme ça, sinistre inconnu, et on doit faire changer les choses. Donc, l'intégration, elle est tout autant technique, spécifique liée aux compétences que liée à ce qu'on va appeler les soft skills. Et vous allez me dire tout ça, chaque élément qu'on a vu, il suffit de prendre le temps et
Et on peut remonter en connaissances produits, en compétences techniques, avoir plus de reconnaissance parce qu'on a plus de temps pour la communication, avoir le temps de travailler sur son évolution de carrière, trouver euh, des managers qui comprennent bien, avec lesquels on échange bien, prendre le temps aussi au niveau intégration. Oui, sauf que le temps n'est pas extensible et que c'est une vraie problématique, notamment en agile, où on a des campagnes qui doivent être faites, qui doivent être faites rapidement, il y a de l'automatisation, il y a beaucoup d'activités, et on se retrouve avec une très grosse problématique de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je priorise, comment. Bon, vous allez me dire, c'est le quotidien aussi des testeurs, de savoir quoi tester, quand, comment et comment être efficient. Sauf que là, on est sur un problème à plusieurs paramètres, ce qui devient assez complexe. Et d'ailleurs, cette question de temps par rapport au sprint, hein, ce qu'on constate aussi, c'est que dans beaucoup d'organisations, la durée et le contenu du sprint, enfin la durée du sprint est déterminée, mais le contenu du sprint est prioritairement défini par le temps de développement. Et le temps de test n'est pas du tout proportionnel au temps de développement. On peut avoir un petit développement relativement court pour lequel il y aura beaucoup de tests à réaliser et donc des efforts très particuliers, très intenses. Mais voilà, puisque notre métier n'est pas reconnu, eh ben, c'est pas principalement, enfin, c'est peu que dans certaines organisations que le temps de test sera vraiment intégré aux considérations sur le contenu d'un sprint. Et attention, il ne faut pas non plus dresser un tableau tout noir. C'est très très rare que quelqu'un ait toutes ces problématiques en même temps. Ça va être contextuel. Donc, vu que on n'a pas un panel de l'ensemble des testeurs, n'hésitez pas dans des commentaires, dans des questions, à mettre vous ce à quoi vous faites face. Comme ça, on pourra essayer d'orienter le discours pour être aussi utile que possible à vous qui venez. Voilà, d'ailleurs, on a un petit sondage qu'on vous propose là. Alors, je vais lancer ça. L'idée, c'est que vous répondiez en indiquant, euh, alors pas toutes, hein, mais à votre avis, quelles sont les deux principales difficultés que vous rencontrez suivant les domaines qu'on a vus, hein. Voilà, ça commence à se remplir. Il y a une Allez-y. question d'un spectateur. La vidéo sera accessible, il devrait avoir une communication demain Hmm. avec un lien pour avoir ça. Et il y aura un article dans la taverne aussi qui permettra de faire le lien pour y avoir facilement accès. Voilà. Le temps tient la corde. Ouais, bah, le temps, il a aussi en fait la force de de tous les regrouper. C'est ça, voilà, c'est C'est la un peu partie, l'anneau de Sauron. Donc, c'est la partie émergée de l'iceberg. un, un problème pour les gouverner tous. Bon, on passe à la suite. Alors, hop, j'arrête. On va partager les résultats quand même pour que vous voyez ce que ça donne. On les voit là. Temps, compétences techniques. Ouais, ben, on voit que l'intégration, il n'y en a pas trop, ça va. De personnes qui sont bloquées là-dessus. Autre, ça serait intéressant de savoir. Oui, si vous pouvez partager dans les questions-réponses. Mais on voit bien que, à part l'intégration, il y a pas mal de sujets qui tournent hein, autour de 30-35%. Hmm. Donc, je pense que c'est assez représentatif ce dont on a parlé. Je propose de finir par le temps, parce que le temps, ça risque d'être vraiment quelque chose qui va parler euh, de l'ensemble et de faire sur celui qui a recueilli 38%. Je ne me rappelle plus, parce que j'ai une mémoire des chiffres plus facilement. Alors, on était à peu près autour de 30-35, 30, Ouais, ouais, sur la plupart des sujets, hein. donc euh, on va commencer par les compétences. Les compétences techniques. Alors, les compétences techniques, on pense tout de suite à de l'API, on pense à de l'automatisation. La technicité du test, c'est pas que ça. Il y a aussi les méthodologies, les connaître, les outils.
comment on fait pour implémenter les outils, comment on fait pour former. Il y a beaucoup de compétences à avoir, beaucoup de compétences à acquérir. Une des premières choses à faire, pour moi, c'est vraiment savoir se spécialiser, ce qui va rejoindre la carrière. On ne peut pas être très bon en tout. C'est pas possible. On peut décider d'être assez bon en tout, en touchant un peu à beaucoup de choses. On peut décider de se spécialiser. Euh, Moi, j'ai pris l'option de me spécialiser en tout ce qui était méthodologie, stratégie, mise en place, implémentation de certains outils et formation. Ça fait que je suis assez médiocre sur tout ce qui est automatisation. Donc ça, déjà, c'est un point important. Il faut être capable de prioriser. Ensuite, euh, il faut savoir se servir de ses expériences. Il faut réussir à se former. La formation, c'est quand même très important. Et si on décide d'aller vers un élément ou un autre, euh, il faut faire attention aux tendances. Voilà. Je veux faire de l'automatisation. Euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent d'aller travailler sur un outil, je vais dire comme UFT, qui est un peu en perte de vitesse, sauf si on est déjà dans des environnements où UFT est installé, dans tout ce qui est banque et assurance. C'est quand même assez important. Donc là, il peut avoir l'intérêt. Sinon, autant commencer à se former, à regarder des outils qui sont très utilisés. Un dernier sondage du CFTL montrait que Robo Framework, que Cypress et Selenium dans les open source étaient les plus utilisés, avec Playwright qui bougeait beaucoup, quelques autres outils éditeurs. Voilà. Il faut faire des choix et savoir en fait ce qu'on va faire. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Et il y a des formations des organismes, ça se fait de plus en plus sur LinkedIn, Test Automation Université, faire de la veille aussi. Se dire, bah, je prends 10-15 minutes par jour. C'est pas forcément énorme, hein, c'est une pause café, pour aller lire des articles, écouter des vidéos, écouter des podcasts et apprendre. Ça permet de faire monter et ensuite manipuler. Euh, C'est vraiment ça, en fait, pour moi, qui va permettre de le faire. Et expérimenter. Expérimenter aussi, ça aide beaucoup, être dans une équipe qui expérimente des méthodologies et qui est capable après de faire des sortes de rétrospectives, des post-mortem, si on est encore un cycle en V, pour dire qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait, pourquoi ça allait pas. C'est vrai qu'il faut se servir de ces expériences. Alors, moi, je vais revenir sur la connaissance produit, hein. Euh, donc, le sujet ici, c'est comment est-ce que on peut améliorer le partage de l'information, comment est-ce que on peut faire en sorte que au jour le jour, hein, parce que finalement on peut avoir différents niveaux de spécification et qui soient finalement une cible. Mais ce que je teste aujourd'hui, c'est pas nécessairement la cible, ça peut être euh, les éléments constitutifs de la version actuelle, du sprint actuel, et que bah, ça va évoluer dans le temps. Donc ça veut dire qu'il faut maintenir une connaissance fonctionnelle au jour le jour. Et ça rejoint aussi d'ailleurs l'intégration de nouveaux membres dans l'équipe, hein. Alors c'est peut-être un petit peu moins, c'était un peu moins euh, vu comme un problème actuellement, mais il y a le besoin d'avoir à la fois la connaissance de l'objectif final, ce qui est souvent rempli par le métier, et puis avoir la connaissance quotidienne de l'état actuel du produit dans lequel on va travailler. Euh, Parce que voilà, l'équipe travaille là-dessus et pas sur le futur. Donc, il faut trouver un bon support. Aujourd'hui, dans les démarches agiles, on va retrouver un ensemble de briques d'informations qui vont nous aider à ça. C'est pas toujours suffisant, donc il va falloir avoir une vision plus globale et avoir des éléments de communication, d'interaction avec les autres membres de l'équipe. Et vous allez évidemment me venir voir avec mes gros sabots pour la suite de la chose, mais on en parlera tout à l'heure.
Marc, encore un commentaire? Non, non, je suis en train de répondre à une question sur quelles sont les différentes spécialités. Hmm. Euh, euh, pour moi, il y en a beaucoup des spécialités. Euh, J'en vois plutôt quatre catégories de spécialités. Euh, les, euh, les techniques, les profils, euh, les profils techniques qui sont vraiment sur de l'API, de l'automatisation, qui veulent aller voir. Donc, contrairement à eux, il y a les profils, ce que je vais appeler manuels techniques, qui eux vont être beaucoup dans la conception, dans l'analyse, dans la mise en place de processus et autres. Euh, on a les touches à tout. En fait, on demande beaucoup de touches à tout des personnes qui connaissent pas mal de sujets, qui seront plus des testeurs agiles, et des personnes un peu plus haut niveau, peut-être plus proches d'un métier et avec une vision plus d'ensemble stratégique. On n'arrive plus sur du test manager, test lead dans ces cas. Et pour revenir sur la connaissance produit, ouais, moi, il y a quelque chose que j'adore pour connaître le produit, c'est le test exploratoire. Pourquoi? Parce que le test exploratoire, ça nous pousse à découvrir, ça nous pousse à rechercher, ça nous permet de dire, bah, si je fais ça, comment va se comporter le produit? Euh, Ça nous pousse à avoir des comportements que vont avoir des utilisateurs, alors que juste exécuter, même manuellement, des tests qui ont déjà été écrits, au final, on est concentré sur la tâche que l'on doit faire, on n'est pas là, on ne comprend pas le produit. Euh, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, en fait, quand je suis en voiture, souvent, ben, j'ai mon GPS. Et je peux faire un trajet 10, 15, 20, 30 fois avec un GPS, je suis incapable de le refaire derrière. Par contre, si je le fais sans le GPS, que je regarde les panneaux, que je regarde l'environnement et autres, alors oui, la première fois, je vais me perdre, je vais pas forcément arriver de façon optimale, mais après, je suis capable de le refaire parce que j'ai compris la route, parce que j'ai compris l'environnement qu'il y a. Donc, les tests explorateurs nous permettent justement de mieux voir ce produit, de mieux l'appréhender, de mieux le comprendre. Et ensuite, il y a certains services numériques sur lesquels on travaille et où on est aussi utilisateur. Donc ça, c'est toujours sympa d'aller faire quelques vérifications de son côté. Mais vraiment, les tests exploratoires, pour moi, ça apporte beaucoup. Et puis c'est une autre dimension de l'activité du testeur qui consiste à voir quelle est la part comment dire ça, de, de naturel qu'il y a dans l'utilisation de l'application. Euh, une application que je connais pas ou peu, bah, si j'arrive à me débrouiller avec, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va passer au suivant. Donc, euh, Non, non, tu veux encore... enfin pas au slide suivant, en tout cas, il y a d'autres Ah sujets bah qu'on n'a oui, pas, tu veux... Ouais, ouais, vas-y. on n'a pas abordés. Au niveau de la carrière, je suis pas forcément le meilleur exemple, mais moi, je suis quelqu'un, quand je me sens pas bien, euh, je le dis et j'aime pas en fait euh, aller au bureau en n'étant pas content, en me plaignant, en rajoutant de la mauvaise humeur. Donc moi, ma carrière, il y a quand même eu beaucoup de changements. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ça correspond pas à tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs. Ces objectifs vont peut-être sembler inatteignables au départ. Il va peut-être falloir beaucoup de chance pour les atteindre, mais ça va fournir une direction. Et en sachant ça, ça va permettre de sélectionner. On a de la chance, surtout quand euh, on est testeur, on commence à être expérimenté. Quand on est junior, c'est un peu moins le cas. Mais d'avoir eu des expériences, se dire ça me plaît plus, ça me plaît moins, je veux m'orienter là-dessus et essayer de trouver des missions qui vont permettre de le faire. Ensuite, avoir des personnes qui comprennent pas exactement ce qu'ils proposent et avoir des propositions de managers qui nous envoient sur des choses qui correspondent pas du tout à ce qu'on veut ou qui correspondent pas du tout à notre profil. Il y en aura toujours. Tant qu'on peut les éviter, c'est bien. Sinon, bah, s'en servir comme expérience et avoir un regard différent. La spécialisation, pour moi, se fait vraiment sur les compétences par rapport à ce que l'on apprécie, tout en faisant attention à l'évolution du marché. Vous aimez bien tout ce qui est conception, tout ce qui est analyse et autres. Vous voyez que en ce moment, l'IA propose des outils qui vont le faire. Bah, regardez.
euh, comment ça a fonctionné, la conception avec de l'IA, qu'est-ce que vous pourriez apporter, quels sont les points faibles, qu'est-ce qui serait à faire ensuite avec les revues. Et plus vous serez force de proposition, plus il y aura de la reconnaissance, alors pas forcément tout de suite envers le test, mais envers votre travail. Et plus il y aura de testeurs qui seront reconnus, plus le test sera reconnu. Voilà. Euh, c'est les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Donc là, c'est aussi important. Voilà. Par rapport à la reconnaissance, faire connaître la valeur du test. Ça, il y a eu un tutoriel d'Olivier Denou. Donc la communication, c'est important, mais la plupart du temps, en fait, la communication, si on n'a pas de bons éléments à communiquer, ça ne sert pas à grand-chose. Le nombre de mails que je reçois où il y a des événements, il y a des choses où vous devriez être intéressé, etc. Au final, en fait, je les supprime, je ne les lis pas. Donc, il faut faire attention. Pour faire la valeur du test, il va falloir des indicateurs et savoir qu'est-ce qui va intéresser les gens, quels sont les indicateurs qui vont leur parler, qu'est-ce que je peux leur apporter. Le, le shift left, c'est très bien, on en est convaincu. Comment on fait pour convaincre quelqu'un? Eh bien, on va aller regarder ces problèmes. Le shift left, ça permet, un, de livrer plus vite, deux, de livrer de la meilleure qualité, trois, d'avoir une meilleure qualité de travail. Sur les trois éléments que j'ai donnés, ce pas les mêmes indicateurs. La meilleure qualité de vie au travail, on peut penser à un indicateur comme le Nico Nico. Aller plus vite, on va avoir bah, la vélocité. Et livrer de la meilleure qualité, on peut avoir du temps passé à la correction de bugs ou des densités de bugs et montrer que bah, en implémentant du BDD, en implémentant cela, on a amélioré cet indicateur ou ces indicateurs. Et arriver en disant, voilà, notre indicateur, on a un gros problème actuellement. C'est ça. Il y a des solutions. Et en test, en chifflet, donc le chifflet, c'est assez large. Il va dire, ben voilà, on pourrait mettre on pourrait mettre du BDD, on pourrait introduire des revues. Oui, ça va nous prendre plus de temps. On va prendre une réunion avec trois personnes qui vont se retrouver dans une salle pendant 1 heure pour faire une revue. Sauf que là, ça, on aurait pu les trouver avant. On les a découverts en test, on a corrigé, ça a pris 2 jours de correction de bugs. Là, ça nous aurait pris 1 heure. Et c'est bête et méchant, mais on fonctionne comme ça. Un investissement, quel est le retour sur investissement? L'investissement peut être en temps, peut être en argent, peut être en plein de choses. Qu'est-ce que j'ai en retour? Voilà. Et l'impact des bugs, c'est particulièrement important également. Et il faut vraiment faire attention à cela. Et l'impact des bugs, il faut le voir pas seulement en tant qu'impact sur le processus de développement lui-même, mais aussi sur le métier après, sur l'activité business et les coûts induits par ces bugs. Et il reste la notion de tout ce qui est intégration. Donc, alors l'intégration, comment on fait pour améliorer cette intégration? Alors, il faut arriver, il faut être bon. Je dis ça, mais c'est compliqué, parce que surtout qu'on arrive dans une équipe agile, mais j'ai vu beaucoup de testeurs juniors qui sont arrivés dans des équipes qui demandaient des testeurs et des QA et qui se sont pris un mur parce que, ils ne connaissaient pas le produit en plus, les pauvres, il fallait qu'ils montent en connaissance sur le produit. Et deux, parce qu'en fait, l'équipe attendait un testeur agile et ils voulaient que ça soit leur référent, que ce soit leur expert, qu'il soit capable de les former sur plein de sujets, qu'il les aide sur les tests unitaires, qu'il soit capable de gérer tous les tests pour que l'équipe n'ait plus à le faire et qu'il n'y ait plus un bug, etc. C'est pas possible. Et cette intégration, donc déjà, il faut arriver, il faut avoir les reins solides. Il faut réussir aussi à bien s'intégrer dans une équipe, à avoir le courant, à savoir qu'est-ce qui va intéresser les personnes. Alors ça, c'est très bien, mais c'est difficile de jouer dessus. Il y a d'autres éléments qui vont permettre euh,
aux personnes de monter plus rapidement en compétences techniques et en connaissances produits. C'est un truc tout bête. Ça s'appelle la documentation. Si on a une documentation du produit, des manuels utilisateurs, etc., ben voilà, on fait ça. Il y a aussi tout ce qui est travail en peer. Euh, donc, pas forcément une peer review, mais tiens, il y a des tests à faire, viens avec moi, on va faire du peer testing, tu vas voir comment je fais, tu vas voir, je vais t'expliquer. Il y a aussi le test exploratoire qui peut répondre, et vous voyez, en fait, on a des solutions qui vont être communes à plusieurs éléments. Donc ça, il faut garder en tête. Et dans tous les cas, en fait, on revient, et tout est lié à du temps. Si on avait un temps illimité, on pourrait travailler sur ces 5 éléments. Mais le temps, c'est pas que ça. C'est aussi les activités de test. Souvent, il y a des sondages, on regarde qu'est-ce qui vous prend le plus de temps. On arrive sur une conception qui va prendre beaucoup de temps, un peu moins que de l'exécution. Alors, dans conception, souvent, c'est conception et analyse. Il y a des équipes qui peuvent passer beaucoup de temps à corriger des bugs. Je suis allé dans des environnements où les gens passaient jusqu'à 40% de leur temps à corriger des bugs. Inutile de vous dire que le turnover était très important, donc ça fait qu'en plus de corriger des bugs, de monter en connaissance et sur les produits, euh, comment on répartit les activités, comment on gère, comment on priorise. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on demande à un testeur. C'est compliqué. Le testeur, lui, il va savoir quoi tester et comment prioriser par rapport à des spécifications, par rapport à sa connaissance produit. Au bout d'un moment, le testeur ne peut pas décider de tout. Si on est dans une équipe agile, euh, si sa charge de travail est trop importante et que, entre guillemets, il va pouvoir gérer la régression et valider que 4 user stories par sprint de 2 semaines. S'il y a 6 user stories qui sont développés par les développeurs, ça sert à rien. Autant que les développeurs développent que 5 user stories et qu'ils aident à développer pour arriver et livrer 5 user stories à chaque fois. Donc là-dessus aussi, il faut de la discussion, il faut des échanges et il faut arriver sur du chiffré. Les indicateurs, c'est essentiel, même si ça a leurs limites, hein. On a le What Good Art, etc. Les, on peut trouver énormément d'éléments, sauf que ça le mérite d'être factuel et de dire bah, j'ai un problème et mon problème, il n'est pas imaginé, il n'est pas dans ma tête. Il y a ça qui montre que c'est pas normal. Voilà. Donc, voilà, on revient sur tous ces éléments. Il y a eu quelques questions. Donc, une réponse déjà de Agnieszka qui dit, donc, qui a marqué haute parce qu'elle est en recherche de sa première mission. Alors, la première mission, pour moi, c'est quelque chose d'assez compliqué. On est vraiment sur de la carrière. Euh, L'idéal, pour moi, c'est d'arriver dans un environnement où il y a une équipe avec plusieurs testeurs et plusieurs sachants qui peuvent encadrer. Donc le test agile, c'est pas forcément, dans une équipe agile, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que c'est très compliqué, sauf si on arrive dans une équipe où il y a déjà un testeur. Voilà, un testeur expérimenté qui peut être là pour accompagner. Sinon, le mieux, c'est d'arriver dans des structures. Donc même si on est en test agile, des structures où, assez grandes, où on a du transverse et où on a des personnes qui ont du temps dédié à aider. Des test managers qui vont prendre le temps d'expliquer les choses. En cycle en V, c'était très facile. Parce que toutes les entreprises, toutes les équipes, voilà, il y avait des équipes de plusieurs testeurs. Là, maintenant, il faut aller sur quelque chose d'un peu plus grand ou aller dans des ESN qui ont des grands pôles. Et alors, pour toutes les ESN, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ESN. Mais pour moi, il faut faire très attention aussi à l'agence. En fait, euh, une ESN peut avoir une très bonne agence à Paris, à Lille et à Lyon, et une agence où l'ambiance fonctionne moins bien à Sophia Antipolis, et vice-versa. Donc là aussi, il faut faire attention et essayer voilà, de cibler des ESN qui sont connus et qui ont pas mal de testeurs ou de personnes qui ont du temps pour former. Il y avait aussi, je préfère y répondre maintenant, une question sur les indicateurs. Alors, les indicateurs, c'est toujours un peu compliqué. Le mieux, c'est d'être en groupe, d'identifier des problèmes auxquels on veut répondre.
auxquels on veut faire face, et ensuite de choisir un ensemble d'indicateurs qui vont permettre de le faire. Idéalement, c'est des indicateurs qu'on peut avoir sur de la durée. Euh, si c'est pas ensuite fait et qu'on doit partir de zéro, il faut le faire. Je sais que une des premières fois où j'ai fait bouger des choses, c'était sur un environnement de test qui n'était pas disponible. C'était un partenaire qui devait le fournir. Et on se plaignait, les chefs de projet, oui, on n'a pas les environnements de test, etc. Et, et le fournisseur disait non, non, pour nous, tout va bien, un truc, etc. Oui, des fois, il est un peu dog, mais vous vous plaignez pour rien. À ce moment-là, j'ai fait un indicateur. J'ai fait un indicateur sur chaque jour, les heures d'indisponibilité et qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pas pu faire. Je suis arrivé au bout de une semaine et au bout d'une semaine, bah, j'avais mes indicateurs et ce qu'on avait montré, c'est qu'il manquait en fait 40% du temps. 40% du temps où je devais tester n'était pas fait. Ça faisait que moi, j'avais que 3 jours pour tester au lieu d'une semaine. Donc, en fait, on avait besoin de 2 semaines pour tester ce qu'on devait faire en une semaine. Ils sont réduits avec ça et tout de suite, le partenaire a pu avancer. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'indicateur. C'est pas forcément le plus compliqué à mettre en place, mais si, ça permet de faire avancer les choses. Par rapport à la question, la compétence du testeur expérimenté devrait l'aider à s'intégrer. Ça dépend. Ça dépend beaucoup des personnalités. Ça dépend de l'équipe dans laquelle il arrive. Ça dépend du niveau de documentation. Alors c'est sûr, plus on a d'expérience, plus on a connu des problèmes que l'on a dû résoudre, et plus il y a de chances que on puisse y répondre de façon plus ou moins efficace. Mais après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui s'intègrent très facilement, et des gens qui s'intègrent plus difficilement. Euh, hop. Une autre question? Tu veux y répondre, Arnaud? Alors, sur l'estimation du reste à faire, oui, effectivement, pas toujours facile selon les. Alors, donc la question, hein, c'est une difficulté rencontrée et l'estimation du reste à faire sur chaque tâche à effectuer, pas toujours facile selon l'exécution des tests et des rédactions. Oui, tout à fait. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui finalement euh, peut être assez proche des considérations de shift left. C'est-à-dire que déjà déterminer le volume d'activité nécessaire, c'est quelque chose qu'il faut arriver à anticiper, et puis ensuite répartir ça. Alors en termes d'exécution, alors malheureusement comme on est un peu la cinquième roue du carrosse, souvent ce qui va se passer, c'est que bah, vous connaissez tous ça, hein, le temps de développement va dériver et le temps de test va se retrouver diminué d'autant. Donc la livraison des fonctionnalités et des correspondants et des user stories et le temps du coup le temps de test correspondant va être réduit. Donc, il va y avoir une négociation à mener, et ça, il y a beaucoup de questions liées à l'intégration du testeur dans l'équipe, au travail des managers là-dessus. On revient toujours à cette question du temps, hein, sur la réalisation des exécutions. Sur la rédaction, donc, on sera plus sur l'anticipation, hein, et donc, alors, la façon dont on voit ça hein, dans les ISTQB, et qu'on voit ça nous aussi chez Smart Testing, c'est la distinction entre la partie conception et la partie implémentation des tests, qui n'est pas toujours évident. Et donc, la partie rédactionnelle, finalement, il y a la partie euh, euh, implémentation directe, et puis, on va avoir la partie conception initiale, donc qui nous donnera plus une idée du volume nécessaire. Tu voulais ajouter quelque chose, Marc, là-dessus? Oui, par rapport à l'estimation du reste à faire, souvent c'est des choses qu'on peut aller trouver quand on veut faire du retour sur investissement, sur la régression avec l'automatisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ALM vont rapidement nous donner en fait combien de temps on a mis pour faire des tests et combien de temps on a mis
pour faire la régression. Et souvent, le retour sur investissement se fait en temps avec l'automatisation. Donc, ça permet d'aller là-dessus. Donc, si on a déjà fait, donc si c'est déjà de la régression, ça permet de gagner du temps. Ensuite, il y a des abacs. Des abacs, il faut se créer ses abacs. Je sais que, et ça avec les ALM aussi, ça aide. Je sais que en moyenne, sur ce type de test, c'est 30 000, c'est 1 heure pour concevoir et écrire le test. Quand le test est un peu plus complexe, ça va être une demi-journée. Et bah, j'aurai tant de tests comme ça, tant de tests. Et on estime, souvent c'est par rapport à des moyennes, ça permet de savoir bah, voilà combien il y aurait à faire, combien j'ai fait, combien il reste à faire. C'est du doigt mouillé, hein, mais c'est à peu près ce qu'on fait aussi en Scrum. Ça permet d'avoir rapidement une idée. C'est pas forcément ce qui est le plus précis, mais ça donne une idée. Euh, une question là sur les abacs que je viens de, dont je viens de parler. Euh, Généralement, les abacs, soit on prend des choses qui existent déjà, soit soit je les fais maison. Pas forcément de méthodologie et de processus très carré dans dans le sens où je le vois surtout en automatisation et sur ces mises en place vraiment de retour sur investissement, de ce que ça va vraiment apporter, et que l'automatisation, c'est pas ma spécialité. Donc ça, souvent, c'est d'autres experts du sujet qui qui le font. Je sais pas si toi, Arnaud, tu as quelque chose là-dessus. Non, 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 on n'a pas d'éléments là-dessus. Alors, on va peut-être passer à la suite. Oui. L'heure tourne. Donc, je vais saisir la réponse de la dernière question. Voilà. Alors, donc je vais vous parler un peu d'IEST, hein. Donc par rapport au sujet qu'on a vu, hein, ça c'est ce slide-ci et le suivant, c'est des slides qu'on utilise régulièrement, qui sont pas du tout liés à ce webinaire-ci, mais qui correspondent finalement parce que les problèmes qu'on constate, on les voit toujours. Donc il y a des éléments, on a vu, hein, des éléments de gestion du temps, des éléments de collaboration, d'intégration des équipes. Et on essaye d'y répondre, hein, à ces éléments-là au travers des deux parties qu'on voit, conception collaborative des tests et IDE du testeur. Alors, conception collaborative des tests, hein, c'est de se dire, bah, je vais finalement travailler de manière graphique, ça va aider à avoir une représentation commune de ce que vont faire les tests. Donc, ça nous permet d'alimenter les aspects estimation du temps, hein, dont on parlait à l'instant. Ça permet d'aider à l'intégration dans les équipes. Et donc, l'idée, c'est d'avoir là une documentation vivante finalement du produit, hein, puisque ce qu'on teste, bah, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce qu'on va représenter graphiquement, c'est ce qu'on a aujourd'hui. L'aspect IDE, bah, en fait, les développeurs ont leur environnement de développement intégré, hein, c'est ça un IDE. Et bon, moi, quand j'ai commencé, je suis un vieux routier. Ça n'existait pas en fait. On faisait de l'édition de texte comme ça, et puis après, on faisait le build et on s'apercevait des problèmes. Euh, et c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, sans IDE, un développeur, il vous dit merci, mais je vais aller chercher un boulot ailleurs. Et donc, pour le testeur, on veut aussi apporter ce type de fonctions, c'est-à-dire des fonctions qui permettent d'avoir une vision à la fois globale et très locale de ce que doit être le travail du testeur et de faciliter la mise à jour et la maintenance, hein, puisqu'on parlait des temps de conception, d'implémentation, ben, ça va aider dans cette phase-là. Et puis l'automatisation, hein, alors c'est souvent perçu comme un élément qui est destiné à faire gagner du temps. C'est vrai, mais partiellement, l'automatisation, ça va aider à améliorer la qualité, comment dire, la confiance dans ce qui sera produit en sortie. Mais c'est pas forcément un gain de temps aussi fort qu'on le voudrait, hein. Par contre,
ce qu'il faut, c'est être capable de travailler de la manière la plus efficace possible pour faire une bonne automatisation. Puisque l'automatisation, hein, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Il faut plusieurs itérations pour qu'un test automatisé soit euh, gagnant en termes de temps par rapport à de l'exécution manuelle. Donc, il faut qu'on ait des considérations de robustesse du test, de maintenabilité, de maintenance, etc. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'associer les testeurs fonctionnels et les automaticiens dans un travail collaboratif pour améliorer l'exécution du test. Alors, on est en train de rajouter la dernière brique qui est en dessous, hein, l'optimisation par l'IA, qui va apparaître dans Jest bientôt. Donc, qui va consister à aider les testeurs à reprendre des tests existants et à les adapter, les uniformiser, de manière notamment à faciliter l'automatisation quand ce sera euh, envisagé. Euh, voilà. Et donc, ben, je reprends un peu la même chose que ce que j'avais dit tout à l'heure ici, hein, c'est-à-dire que l'aspect documentation est vraiment important dans toutes les phases de travail entre les testeurs, un testeur lui-même au fil du temps et avec le reste de l'équipe étendue, hein. Le fait d'avoir une documentation vivante du produit sur lequel on est en train de tester, c'est quelque chose de fondamental et ça participe aussi de la reconnaissance du rôle du testeur au sein de l'équipe. C'est que ça lui donne une visibilité finalement de dire, ben voilà, moi je sais vous montrer de manière euh, imagée finalement ce que fait l'application quelque part. Le côté shift left, parce qu'on va pouvoir commencer la partie conception très tôt, lever un certain nombre d'ambiguïtés sur les règles métiers et peut-être avertir bien en amont. Poser le problème, bah, ça c'est un facteur de gain de productivité, hein, évidemment. Une fois que je sais ce que j'ai à résoudre, je suis mieux à même de planifier et je suis mieux à même d'expliquer à chacun ce qu'il devra faire dans ce cadre-là. Avoir des éléments collaboratifs, hein, donc dans Jest, il y a une partie aussi qui est intégrée à Jira qui permet de partager les parcours applicatifs et de manière à ce que tout le monde ait une connaissance commune de ce que fait l'application. Et puis évidemment des gains de productivité, hein, soit directement par l'amélioration, l'accélération, ce que je disais sur la partie IDE, soit aussi sur l'amélioration et l'augmentation de la résilience de l'automatisation. Et donc, un des buts aussi, c'est de faire en sorte que les testeurs soient euh, plus concentrés sur les activités qui sont les plus intelligentes, entre guillemets, hein, de l'activité de test. Il y a beaucoup de travail d'écriture qui est fait et donc on essaye de soulager les testeurs sur cette activité-là. Voilà, donc après on a un tableau récapitulatif, mais on va pas rentrer dedans, hein, Ouais. dans le Bah, détail. l'idée principale, c'est vraiment, on vous a parlé de certains thèmes, on vous a donné des outils, des techniques, des choses qui peuvent aider. Bah, l'idée, c'est de vous redonner ce qu'on a cité le plus souvent et de vous dire à quelle problématique ça peut répondre, que ce soit au niveau du temps, des connaissances, de production, et sur différentes catégories de chacun des éléments. Voilà, Le but, c'est et pas forcément de le commenter maintenant, mais c'est de vous fournir pour plus tard, pour ceux qui seront en replay, euh, des informations et des idées. Ben, moi, j'ai des problèmes sur ces différents sujets. Qu'est-ce qui permettrait de couvrir l'ensemble de mes problèmes en prenant le moins de changements possible? voilà, et je passe sur le deuxième slide, comme ça vous pourrez faire un arrêt sur l'image au Voilà. moment du replay et regarder les différents sujets. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les différentes dimensions, hein, finalement, aucun des sujets n'a qu'une seule réponse, hein. Il peut y avoir des réponses multiples et des réponses plus adaptées à l'organisation dans laquelle vous vous trouvez.
C'est bon, Marc, on s'arrête là? Ouais, c'est bon, il n'y a plus de questions. J'ai répondu à la main aux dernières. Voilà. euh, Eh ben, il nous reste à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Donc, n'oubliez pas, hein, quand vous sortez, vous avez un petit questionnaire. Merci d'y répondre. Et donc, le replay sera mis en ligne vraisemblablement après-demain, je pense. Et donc, pour ceux qui l'ont pu le voir, évidemment, et puis pour tous les inscrits, hein, de manière générale, et n'hésitez pas à le transmettre à vos collègues pour qu'ils le voient, même s'ils n'étaient pas inscrits. Et je vois qu'il y a une petite... Quelle doit être la qualité d'un bon testeur? Ha, ha. il y a plusieurs articles dans la taverne là-dessus. Donc, je vais fournir un article qui a été écrit en 2016, je crois, celui-là en plus. Mais voilà. C'est quelque chose qui vient assez régulièrement, donc c'est un article parmi d'autres. Merci à tous pour votre participation. J'ai vu qu'il y avait plus de 80 personnes pendant quasiment toute la séance. Donc vraiment, merci à vous. Et bonne journée. Et pour ceux qui voient Marc tout à l'heure, Au à revoir, bientôt. bon appétit. Merci, au revoir.